Ce 7 septembre 2020, nous sommes à 3 jours de l'ouverture de la grande exposition Splendeur éternelle, 6 siècles à la Cité interdite. Après près d'un an de préparation par le département de l'ancienne architecture du musée du Palais impérial, au programme, 3 galeries d'exposition thématiques et plus de 450 trésors et photos historiques. Dans les vitrines, il y a toute une histoire figée, mais aussi une vie en mouvement, traversant le temps et l'espace, pour attendre tranquillement une rencontre de 600 ans avec le public. À l'entrée de la galerie d'exposition, dans le bâtiment de l'aile de l'Oie sauvage, les visiteurs sont d'abord accueillis par une peinture sur la ville de Beijing. Il s'agit là d'un rouleau horizontal à encre et couleur sur soie, combinant la peinture traditionnelle chinoise en perspective à points dispersés et la technique de perspective européenne pour décrire les paysages de la capitale chinoise. En 1767, Xu Yang, peintre à la cour, créa cette œuvre intitulée « Images poétiques du printemps de la capitale » sur l'ordre de l'empereur Qianlong. L'artiste a peint de magnifiques scènes de la ville. La porte face au soleil, Xianmen, la porte d'entrée, la cité interdite, la colline de charbon, le jardin Xiyuan, l'île de Jade, jusqu'au pavillon de la prière pour les récoltes au temple du ciel, donnant ainsi vie à la capitale prospère d'il y a plus de 200 ans. Le peintre n'aurait jamais imaginé que la cité interdite de son œuvre, où cohabitèrent force et prospérité, ne durerait qu'une centaine d'années, en ne laissant que des murs en ruine, des tuiles brisées et une étendue de mauvaises herbes. En 1901, le palais impérial fut gardé par les troupes japonaises et américaines. À cette époque, l'impératrice douairière Cixi, l'empereur Guangxu et la cour avaient fui les lieux depuis déjà un an et le palais était en proie au chaos avec des herbes folles un peu partout. Le travail de nettoyage quotidien avait cessé et la tâche principale des ministres et eunuques de la capitale consistait désormais à servir les nombreux étrangers qui venaient visiter le palais. Le 8 janvier 1902, l'impératrice Cixi fit revenir en train l'empereur Guangxu à Beijing. De retour au palais dans la précipitation, le cortège impérial ignora le rituel de la garde d'honneur. Les gens au bord de la route étaient à genoux ou accroupis, debout ou marchant, mais l'impératrice et l'empereur s'en fichaient complètement. Dès leur arrivée, ils se rendirent immédiatement à la porte face au soleil pour se prosterner devant Bouddha et offrir de l'encens. Les remparts de la ville étaient remplis d'occidentaux venus observer la cérémonie. Pour un pays qui avait connu la prétendue révolte des Boxers, le changement devenait enfin le mot-clé de l'époque. Selon l'Occident, 1900 était la première année du XXe siècle et le monde entier était plein d'attentes et d'aspirations pour cette grande année. Cependant, pour les Chinois, cette année fut synonyme d'embarras. La dynastie Qing connut des moments d'extrême humiliation et la nation souffrit terriblement. En particulier, les énormes compensations qui dépassaient de loin la capacité du peuple chinois étaient un lourd fardeau pour la Chine. Les contradictions internes devenaient de plus en plus importantes et de nombreuses nouvelles forces politiques émergeaient. Ces dernières allaient déterminer le futur de la Chine.
稍微等会儿，让他等那个刚测完了，现在我先测一下。让他使往边上挪挪，然后测哪儿是吧？咱从底下掏过来，一点有要远就一点点手别点，因为那个纸啊十几年了，本身也带点色了。对。哦，老是带点斑。皇帝稿，你看这都写着皇帝稿。但是他画的是个女的，那是皇后。是。皇帝稿是不是这意思？就是给皇帝看的。L'ébauche de ce dessin aux traits méticuleux est une relique culturelle préparée pour l'ouverture de l'exposition du musée du Palais impérial de Hong Kong en 2022. Elle est restaurée par le département des sciences et techniques du patrimoine culturel du musée et son unité de restauration de calligraphie et de peinture. Après une expertise, les spécialistes ont confirmé que le personnage de la toile était bien l'impératrice douairière Cixi dans ces dernières années. Cixi a été la plus peinte et la plus photographiée des autorités dynastiques, satisfaisant ainsi notre curiosité pour le pouvoir impérial, alors que l'héritier du trône, l'empereur Guangxu, n'apparaît sur aucune photographie. Cependant, en tant que dirigeante au pouvoir, l'impératrice devait faire face aux regards indiscrets du monde occidental. Voici le temple de la longévité joyeuse, au sein de la cité interdite, où Cixi a vécu brièvement dans ces dernières années. Côté nord, on trouve la grande sculpture en jade, maîtrise des eaux par le grand Hu, qui représente l'ancien souverain Hu, conduisant son peuple pour lutter contre les inondations et l'incitant à travailler dur pour le bien de tous les peuples du monde. Cette œuvre a été réalisée sur ordre de l'empereur Qianlong afin de montrer son fort désir de suivre ses ancêtres. À l'époque, Qianlong mena la dynastie Qing à son apogée grâce à une bonne gouvernance. Un siècle plus tard, Cixi voulait suivre les traces de Qianlong, mais sa situation ne fut pas meilleure que celle de l'empereur, ou même que la sienne, une décennie plus tôt. L'impératrice n'avait plus les reins assez solides pour faire face à une foule de visiteurs étrangers, et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de se montrer flatteuse. Pour soigner son image, elle prit l'initiative d'inviter les épouses des ministres de divers pays à visiter le palais impérial et engagea un photographe royal pour prendre des photos pour elle-même. Elle accueillait chaleureusement ses invités et faisait de son mieux pour montrer au monde entier la noblesse et la dignité de l'impératrice douairière des Qing. Au cœur de la cité interdite, elle devait supporter la réception de ministres des Affaires étrangères masculins dans le grand pavillon, car ces hommes ne s'agenouillaient pas devant elle, mais s'inclinaient seulement. Elle toléra même une femme audacieuse qui s'était assise négligemment sur son propre trône. Depuis son retour de Xi'an à Beijing, l'impératrice fit beaucoup de choses semblables contre son gré. Catherine Carl, une Américaine en tenue mandchoue, était peintre à la cour. En août 1903, elle fut invitée à entrer dans la cité interdite pour réaliser des portraits de Cixi et en sélectionner un pour l'exposition universelle de Saint-Louis aux États-Unis. Cet artiste ne savait pas à quel point il était offensant et difficile pour l'impératrice de faire exposer son portrait, car dans l'esprit de Cixi, les gens n'étaient peints et accrochés au mur qu'après leur mort. Cependant, afin de se lier d'amitié avec le monde, Cixi est devenue à contre-cœur la seule des impératrices et concubines de la cour des Qing à avoir exposé son portrait de son vivant. Avant de retourner à la cité interdite, l'impératrice demanda à l'empereur Guangxu de signer le protocole de paix Boxer avec 11 pays impérialistes.
L'une des dispositions du traité stipula que la dynastie Qing devait verser une indemnité d'un montant de 450 millions de taels d'argent à chaque pays. Et le montant total, avec les intérêts sur 39 ans, s'éleva à 980 millions de taels. Il s'agit là du traité le plus inégal de l'histoire de la Chine moderne en termes de réparation. Pendant que Catherine Carl peignait le portrait de l'impératrice, une troupe de cirque se produisit au palais d'été de Beijing. Au départ, les ministres s'opposaient à ce spectacle, mais sous l'autorité ferme de ceux-ci, le cirque vint finalement au palais d'été. Cependant, ces artistes invités ne reçurent pas les pleines faveurs de l'impératrice. Le numéro des femmes équilibristes, apprécié par ceux-ci, donna plusieurs représentations. Par contre, le dressage des animaux ne lui plut pas. Alors l'attraction fut arrêtée avant la fin de la 3e séance. Malgré tout, elle récompensa le cirque par 10 000 taels d'argent. De la fin des Qing au début de la République, 10 000 taels équivalaient à 14 000 pièces d'argent. Or, à cette époque, le revenu mensuel d'un tireur de pousse-pousse était d'environ 2 pièces d'argent. « 14 000 pièces d'argent revenaient à tirer un pousse-pousse pendant plus de 580 ans. Afin de pouvoir voir le cirque, l'impératrice fit toutes sortes de caprices. La princesse Darling, sa dame de compagnie, fit part de ses propres observations. D'après ses souvenirs, le cirque est arrivé en juillet du calendrier lunaire, et à ce moment-là, ceux-ci venaient de passer les jours les plus tristes de son existence. Car le 17 juillet du calendrier lunaire est le jour du décès de l'empereur Xianfang. Chaque année, à cette date, l'impératrice était en pleurs pendant plusieurs jours, un chagrin incompréhensible pour la princesse Darling. Aux yeux de ceux-ci, au crépuscule de sa vie, elle n'était qu'une vieille veuve éplorée qui avait perdu d'abord son mari à un jeune âge, puis son fils. Si vieille, elle fut encore contrôlée par un groupe de ministres et elle ne put même pas regarder un cirque à sa guise. Déplorant l'injustice du destin, elle n'avait pas réalisé qu'en tant que souveraine de la cité interdite, si elle voulait changer son futur, elle devait d'abord changer celui de son pays. En 1904, peu de temps après la révolte des Boxers, la guerre éclata entre la Russie et le Japon sur le sol chinois au sujet de la péninsule coréenne et du nord-est de la Chine, entraînant la victoire du Japon, autrefois un pays faible. Depuis que le Japon avait établi une monarchie constitutionnelle après la réforme Meiji, cette victoire fut considérée par les constitutionnalistes comme une victoire du régime constitutionnel sur l'autocratie. En Chine, les constitutionnalistes en ont profité pour faire savoir au peuple que l'autocratie périrait et que le constitutionnalisme rendrait le pays plus fort. Un gouvernement constitutionnel, contrairement aux dynasties féodales, est dirigé par un chef élu, ce qui nécessitait la capacité du peuple à penser et à juger de manière indépendante, ce que ne permettait pas une éducation traditionnelle axée sur les examens impériaux. C'est pourquoi un nombre croissant de personnes instruites plaidèrent pour l'abolition de l'examen impérial.
Le pavillon de l'harmonie préservé fut le lieu où la cour des Tsing organisa l'examen du palais à partir de la 54e année du règne de Qianlong en 1789. Au total, 55 éminents érudits y ont été diplômés, mais la plupart sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. En 1904, la dynastie Tsing tenait ici son examen impérial. Mais personne en Chine n'imaginait que ce serait le dernier. L'année suivante, le Japon remporta la guerre russo-japonaise. Afin d'apprendre du système japonais et devant l'appel de toutes les parties du pays, la cour impériale abolit finalement ce système de sélection des officiels établi depuis plus de 1300 ans. Liu Chunlin, le dernier érudit diplômé, est ainsi rentré dans l'histoire en raison de son statut si particulier. Le système d'examen impérial étant aboli, la cour publia aussitôt un édit ordonnant à Zhai Ze, Juanfang, Shang Xihang, Dai Hongse et Li Shangduo, 5 fonctionnaires de premier et second rang, de partir en tant qu'observateurs en Europe, aux États-Unis et au Japon. Une mission connue dans l'histoire comme la visite d'outre-mer des 5 ministres. Les 5 ministres se rendirent en Europe, en Amérique et au Japon, selon 2 itinéraires distincts. Dai Hongse, le vice-ministre des Finances et des Ménages, voyagea aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Lors de son enquête sur le gouvernement constitutionnel d'Angleterre, il visita également le British Museum, où il vit 2 sceaux de jade de la cour des Tsing dans la galerie chinoise. Il se doutait bien que ces 2 sceaux devaient provenir de l'ancien palais d'été en 1860. À ce moment-là, il ressentit une forte humiliation qu'il n'oublierait jamais. Cette expérience au musée d'Angleterre fut douloureuse pour Dai Hongse. Pour qu'une nation soit forte et respectée, elle a besoin de bonnes lois. Un an plus tard, les 5 ministres de retour en Chine recommandèrent pour leur pays une monarchie constitutionnelle. Zhai Ze analysa les avantages du constitutionnalisme dans un mémorial confidentiel pour l'impératrice et l'empereur, dont 3 points les plus importants: la permanence du trône, la diminution des troubles extérieurs et l'élimination des conflits internes. Ces 3 points ont sûrement touché les cordes sensibles de l'impératrice, enfin déterminée à mettre en place une monarchie constitutionnelle. En 1908, le gouvernement Tsing publia les grandes lignes de la constitution impériale, largement copiée du système japonais, qui commençait par la déclaration suivante. L'empereur de la grande dynastie Tsing règne sur l'empire des Tsing, avec une lignée pour toutes les générations et respectée pour toujours. La dignité sacrée de l'empereur est inviolable. Il semble que les 5 ministres qui venaient de passer plus de 6 mois à l'étranger n'aient pas fait comprendre aux dirigeants de la cité interdite la véritable clé d'une monarchie constitutionnelle, à savoir que le monarque, sous un régime constitutionnel, n'a aucun pouvoir réel. Sous la tutelle de la cour des Tsing, cette soi-disant monarchie constitutionnelle, ardemment attendue par toute la nation depuis de nombreuses années, ne sera qu'une vieille potion avec une nouvelle étiquette. Initiée par la dynastie Tsing, la fameuse visite d'outre-mer des 5 ministres devait irrévocablement échouer. 在中国社会转型时期，慈禧这个历史人物，我们认为他的历史这个变革的关键时刻，他是完全要维持清王朝这种在旧的轨道上爬行。中国皇帝他有2条，第一条，他王位是传承的；第二个，中国是架构一体，这个天下是他家的。那么像日本这样的呢，它也是传承，但是日本的天皇自己来削弱皇权，自持明治维新，这些新的势力上来改变这个状况，所以日本很快能够上去。
À l'époque, Duanfang, l'un des 5 ministres, ramena un projecteur de cinéma et des films. Il avait initialement prévu de montrer un film à l'impératrice, mais comme le moteur était légèrement endommagé, il chercha des personnes qualifiées pour remettre en état l'appareil. De manière inattendue, une explosion se produisit pendant la réparation. Bilan, 2 morts et 1 blessé. L'explosion du projecteur semblait également annoncer la décadence finale de la dynastie Qing. Ses fondations ont longtemps été endommagées et les réparer ne servirait à rien. Le 14 novembre 1908, l'empereur Guangxu mourut dans le pavillon de la vitalité conservée du jardin Siyuan. 22 heures plus tard, l'impératrice douairière Ceci décéda dans le pavillon de l'oiseau divin du même jardin. Les eunuques du palais pouvaient enfin accrocher le portrait de l'impératrice douairière Ceci pour la vénérer. Après avoir gouverné la Chine pendant près d'un demi-siècle, elle laissa les variantes de la réforme politique à la cité interdite et à un petit empereur qui n'avait que 3 ans, Puyi. Le 2 décembre 1908, Puyi, à peine âgé de 3 ans, monta sur le trône dans le pavillon de l'harmonie suprême pour devenir le dernier empereur dans l'histoire chinoise. Dans ses souvenirs, il faisait étonnamment froid ce jour-là et de nombreuses personnes se tenaient devant le pavillon de l'harmonie suprême. N'ayant jamais vu une scène aussi grandiose, Puyi était un peu effrayé. Porté pour s'asseoir sur le trône, Puyi se débattait et criait « Je ne veux pas rester ici, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi !» Agenouillé près du trône, son père, le prince régent, prit la main de Puyi pour le réconforter. « Ne pleure pas, c'est presque fini, c'est presque fini. » Un mot imprudent peut être révélateur pour un auditeur attentif. Beaucoup de gens interprétèrent cet incident comme la fin de la dynastie Qing. Il s'agissait en effet d'une prophétie. À cette période, à l'extérieur de la cité interdite, une vague révolutionnaire était déjà dans l'air. Alors que le pouvoir impérial luttait pour son maintien dans la cité interdite, à l'extrême sud, les révolutionnaires menés par Sun Yat-sen organisaient coup sur coup des soulèvements armés avec vigueur et détermination. Ne regardez pas en arrière, combattez les ennemis, jurant la perte et le renversement définitif de la dynastie Qing. La révolution en marche à l'extérieur de la cité interdite n'a pas entraîné de changements substantiels pour ceux qui exerçaient le pouvoir. À 3 kilomètres de l'actuelle cité interdite, sur le lac Houhai, se trouve le jardin du palais du prince Zaifang, le père du dernier empereur Puyi. Ici, il passait le plus clair de son temps à la lecture et à la contemplation de la beauté des fleurs. Aux yeux de Puyi, son père était une personne indécise, bégayant et tergiversant dans ses actions, inapte et mal à l'aise pour faire de la politique. Mais c'est cette personnalité discrète et prudente qui devint finalement le candidat contrôlable et approprié aux yeux de Ceci pour le poste de régent. Après son arrivée au pouvoir, Zaifang était entouré de membres de la famille impériale, de descendants des 8 bannières et de ministres Han, chacun ayant ses propres différences et différents. Et Zaifang, se trouvant au milieu de toutes ces parties, avait rarement ses propres opinions. Depuis que Puyi était monté sur le trône,
les gouverneurs et les généraux de différentes provinces qui soutenaient le constitutionnalisme présentaient continuellement des pétitions conjointes demandant à la Cour d'accélérer la Constitution, de mettre en place au plus vite un cabinet et de convoquer un parlement. 3 ans après l'intronisation de Puyi, le 8 mai 1911, Jai Fang établit finalement un cabinet responsable et dévoila la liste de ses membres. À cette annonce, cette liste provoqua un énorme tollé dans tout le pays. Parmi les 13 membres du cabinet, 7 portaient le nom de la famille impériale Hansijōrō. Sur un ton sarcastique, ce gouvernement fut appelé le cabinet impérial. Le 9 mai 1911, le lendemain de la publication de la liste des membres du cabinet impérial, le gouvernement Tsing annonça la nationalisation de la principale ligne de chemin de fer commercial, accélérant alors la chute de la dynastie Tsing. Voici le musée du chemin de fer de Chine, situé en banlieue de Beijing. Ces reliques culturelles sont le témoin historique du chemin de fer chinois, depuis ses débuts jusqu'à sa modernisation. Cette machine à l'allure caricaturale est connue sous le nom de locomotive à vapeur numéro 0, en raison du grand 0 figurant sur la carrosserie. En 1882, cette locomotive, fabriquée en Angleterre, fut expédiée sur la première voie ferrée en Chine, la ligne Tangsu. La Chine faisait alors son entrée dans l'ère du transport ferroviaire. 中国的铁路建设非常迟缓，那么为什么中国的铁路没建设呢？那就是它在一个农业文明状态下，怎么去给铁路大规模的投资融资，是个找不到方向的，不知道怎么融资。因此，中国在前面几十年呢，就把铁路建设给耽搁掉了。 Malgré cela, dans de nombreuses provinces du Sud, les populations de différentes couches sociales lancèrent un mouvement pour gérer leurs propres projets de chemin de fer, et ce, dans un grand élan patriotique. Ce furent non seulement des marchands et des gens fortunés, mais aussi des ouvriers, étudiants, vendeurs, et même des prostituées et des mendiants qui achetèrent des obligations de chemin de fer. Dans ce contexte, le gouvernement Tsing annonça la nationalisation des lignes gérées par diverses compagnies des rails. Ce qui fut encore plus inacceptable pour le public, c'est que le gouvernement avait également emprunté 6 millions de livres sterling à des banques de 4 pays étrangers, avec comme condition du prêt le droit de construire les 2 lignes majeures Yuehan et Chuanhan. Aux yeux du peuple, il s'agissait d'un acte de trahison qui finalement alluma le feu de la révolution de 1911. Le 10 octobre 1911, le soulèvement de Wuchang éclata. Les révolutionnaires de la 8e division de la nouvelle armée du gouvernement Tsing ont tiré les premiers. Le bruit des canons a profondément choqué la cité interdite à Beijing. Pour la première fois, l'empereur des Tsing, assis sur le trône du dragon vieux de plus de 200 ans, sentit le sol sous ses pieds trembler violemment. Les dirigeants des Tsing ne s'attendaient probablement pas à ce que la principale force renversant la dynastie soit sa propre nouvelle armée. De plus, la voie du constitutionnel qu'ils avaient suivie pendant plusieurs années se transforma en un instant en un système républicain. Et ce tournant majeur qui a changé le cours de l'histoire de la Chine s'est produit soudainement. Devant cette situation, Jai Fang démissionna du poste de régent et dissout le cabinet impérial. Puis, le pouvoir militaire et politique fut contrôlé par Yuan Shikai. Ambitieux et désirant s'approprier les fruits de la révolution de 1911, il tenta à plusieurs reprises de persuader l'impératrice douairière Longyu d'abdiquer. L'impératrice et le jeune empereur Puyi, la mère veuve et l'orphelin ignorant, se sont ainsi retrouvés à un tournant de l'histoire.
Selon le journal Shanghai News, lors d'une urgente réunion impériale, l'impératrice fondit en larmes. En pleurs, elle appelait son mari, l'empereur Guangxu, et l'ancienne impératrice douairière Cixi. Voyant cela, le jeune empereur Puyi sanglota également dans les bras de l'impératrice. Face à la vague déferlante de la Révolution et la dynastie décadente laissée par leurs prédécesseurs, et devant l'édifice impérial allant donc s'effondrer, ils étaient impuissants.今全国人民心里多倾向共和，南中各省既倡议于前，北方诸将亦主张于后，人心所向，天命可知。与亦何人因一姓之尊荣，服兆民之好恶，是用外观大事，内审于情。 Le 12 février 1912, l'empereur Puyi abdiqua et la monarchie autocratique de la Chine, existante depuis des milliers d'années, prit fin. Yuan Shikai remplaça Sun Yat-sen à la présidence par intérim de la République de Chine. En 1912, l'empereur Puyi n'avait que 6 ans. Selon un accord, après l'abdication, la famille impériale des Tsing pouvait continuer à vivre dans la cité interdite. Mais Puyi ne comprenait pas pourquoi le parc d'attractions dans lequel il vivait depuis plus de 3 ans avait réduit de moitié. Lui et son jeune frère Pujie escaladèrent un mur, regardant de leurs yeux perplexes les gardes qui n'avaient plus leur tresse mandchoue. Les gardes, à l'extérieur des murs rouges, ne comprenaient pas non plus. La monarchie a cédé la place à la République. Alors pourquoi l'empereur vit-il toujours dans la cité interdite? Dans une Chine en pleine mutation, la cité interdite allait connaître une situation inédite. Elle fut divisée en 2 parties et délimitée par la place de la clarté céleste. La première moitié appartenant désormais à la République et la seconde à la famille impériale. De nouveaux changements eurent lieu dans la cité interdite et la Chine impériale se transforma silencieusement en république. « 民国元年的南京临时参议院，他在讨论就是说剪辫子，讨论服装怎么穿，讨论就是中国人应该怎么称谓。 因为在这之前就是老爷、少爷，另外就是废除哪些旧制度，增加哪些新制度，教材怎么编，就当时要考虑编共和体制下的修身教科书嘛。 En mai 2020, l'équipe du projet du jardin Xianlong du département de l'ancienne architecture du musée du Palais impérial dévoila ses coupons de visite à moitié prix pour visiter le centre d'exposition des antiquités de Beijing, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, découvert lors de la restauration du bâtiment du profit des paysages luxuriants. C'était comme une clé pour remonter le temps, ouvrant une porte nous permettant de voir le tournant historique de la cité interdite. Après la révolution de 1911, de nombreux fonctionnaires et intellectuels républicains proposèrent de profiter du palais impérial et de ses antiquités pour ouvrir un nouveau musée. Cette idée fut soutenue par Yuan Shikai. En 1913, le ministère de l'Intérieur décida d'ouvrir un centre d'exposition des antiquités dans le pavillon de la prouesse militaire de la cité interdite. Plus tard, les 3 principaux pavillons ont également été ouverts au public.
La création du Centre d'exposition des Antiquités fut la première du genre au début de la République et décrite comme une nouvelle ère pour le public de pouvoir contempler ces anciens trésors millénaires. À la même période, nombre de sites tels que le Temple du Ciel, le Temple de Confucius, le Collège impérial, le Temple jaune, le Temple des Lamas, le Lac du Nord, la colline de Charbon, le Palais d'été, le mont des sources d'eau en jade et les tombeaux des anciens empereurs ont été successivement ouverts et sont devenus des espaces touristiques publics accueillant des visiteurs chinois et étrangers. Les anciens sites de divertissement des empereurs et impératrices sont aujourd'hui des lieux de festivité pour les citoyens. En contradiction avec le monde extérieur de la cité interdite, le calendrier impérial est toujours en vigueur au cœur de la cour intérieure. Et les robes, les chapeaux et les plumes de fleurs de cérémonie pour les fonctionnaires restent les mêmes. Ils se déplacent encore en chaise à porteurs, et ceux qui sont récompensés par l'empereur portent également des robes en fourrure de vison. Les gardes du palais sont toujours vêtus de jolies robes brodées, et les eunuques et serviteurs auxiliaires crient respectueusement « Longue vie à l'empereur !» en continuant de s'incliner devant lui. Le petit empereur a grandi dans un tel environnement qu'au fil du temps, le jardin impérial est devenu l'un des rares endroits où il pouvait s'amuser. Beaucoup de ses photos ont été prises ici. Selon les conditions privilégiées de la dynastie Sing, la famille impériale pouvait résider temporairement dans la cour intérieure de la cité interdite et devait ensuite déménager au palais d'été. Cependant, les gens ici trouvaient toujours divers prétextes pour rester vivre dans la cité interdite. Avant, ils n'aimaient pas y vivre, mais maintenant ils ne voulaient plus en partir, car tout le monde savait que vivre au palais d'été ne ressemblait en rien à celui du passé. Aujourd'hui, même si c'était inconfortable, il valait mieux rester dans la cité, car une fois parti, impossible d'y revenir. La situation chaotique de la cité interdite a également suscité des réflexions de toutes parts. Li Dajiao, professeur de l'université de Beijing, à 2 pas de la cité interdite, publia un article dans le célèbre magazine La Jeunesse, intitulé « Le nouveau, l'ancien ». Il écrivait avec colère « Maintenant nous sommes dans une république, mais il y a encore une cour impériale. D'une part, nous devons supporter les dépenses du Parlement et du gouvernement, et d'autre part, nous devons payer les commodités de la cour impériale. La République de Chine est nouvelle, la dynastie Qing est ancienne. S'il y a une République de Chine, alors pourquoi une dynastie Qing? S'il y a une dynastie Qing, peut-il y avoir une République de Chine? La République de Chine nouvellement créée, tant attendue par le peuple, ne reflétait pas l'intention de briser l'ancien et d'établir le nouveau. Les nuages brillants sont rassemblés dans le ciel, le soleil et la lune splendides éclairent chaque jour la terre. Les paroles du chant des nuages brillants sont tirées d'un livre chinois antique, intitulé Shangshu, une chanson qui aurait été écrite par Shun et ses ministres pour célébrer le règne de Yu. Ce chant loue ainsi le grand esprit et la vertu du souverain qui a renoncé à son trône et exprime également le souhait que le monde sera toujours aussi ensoleillé et éclairé. Ce chant des nuages brillants est devenu le premier hymne national de la République de Chine. En 1913, Wang Zhongbao, un éducateur qui avait recommandé le chant des nuages brillants comme hymne national, voulait à l'origine promouvoir l'idée d'une république démocratique auprès du peuple à travers l'histoire de l'abdication du grand Shun. Mais le sens profond de cet euphémisme ne fut pas compris par tout le monde. Même Yuan Shikai, alors président de la République,
visait en fait le trône du dragon dans la cité interdite et décida de restaurer le régime impérial. Finalement, la farce de Yuan Shikai se termina dans la disgrâce et le mépris de la nation, et Yuan décéda peu de temps après. En 1917, un an après sa mort, Jiang Shun dirigea son armée pour s'emparer du trône. 12 jours plus tard, ils étaient chassés de la cité interdite. Mais à l'extérieur du palais impérial, c'était toujours le chaos. En dehors de la cité interdite, la République de Chine n'a jamais vu le soleil briller d'un vif éclat, comme chanté dans l'hymne national. Après la mort de Yuan Shikai, les forces impérialistes occidentales en Chine ont été remaniées et tous les pays voulaient diviser et manipuler la Chine. Une combinaison de facteurs internes et externes ont conduit à une période de séparatisme par les seigneurs de guerre. Le gouvernement Beiyang fut successivement contrôlé par les chefs militaires des clans Anhui, Zhou et Feng Tian. En 17 ans, de 1912 à 1928, 14 personnes ont exercé la fonction du président ou ont agi en tant que telles. La cité interdite assistait en silence à la situation politique chaotique des différents partis présents, et cette époque turbulente était sur le point de changer à jamais l'identité du palais impérial. Dans le pavillon de la tranquillité terrestre, le mobilier du mariage de l'empereur Guangxu fut restauré. C'est ici que la famille impériale connut ses dernières réjouissances. Le 1er décembre 1922 marqua le grand mariage de Puyi, mais le bureau impérial des affaires internes des Qing avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Néanmoins, pour garder sa dignité, la famille impériale décida que tout devait se dérouler selon les modalités du mariage de l'ancien empereur Guangxu. En dernier recours, ils ont proposé de vendre la grande encyclopédie de Yongle aux ambassades étrangères pour 1 200 000 yuan, suscitant de vives inquiétudes et oppositions dans le milieu des intellectuels. La question était de savoir, les antiquités de la dynastie Qing sont-elles encore considérées comme une propriété privée de la famille impériale? Depuis l'abdication de Puyi, de nombreuses antiquités de la cité interdite ont été volées, vendues ou hypothéquées par le bureau impérial des affaires internes, plus les récompenses de Puyi en personne. Un grand nombre de trésors des Qing conservés au palais depuis plusieurs générations ont disparu. Puyi tenta bien de réorganiser les affaires internes et de faire un inventaire de toutes ces richesses. Mais avant de commencer son travail, un incendie se déclara dans le jardin du pavillon de l'établissement du bonheur. Et dans plusieurs bâtiments à proximité, une grande partie des trésors et antiquités furent également détruits. Cette catastrophe suscita une grande indignation et amena à s'interroger sur la préservation des antiquités par la famille impériale. À cette époque, les anciens courtisans des Qing soumirent à Puyi plusieurs propositions sur l'établissement d'un musée impérial, cherchant une solution pour que la famille impériale puisse garder la propriété du palais et ses antiquités. Alors que les plans de Puyi pour le musée impérial étaient sur le point d'avancer, un coup d'État éclata à Beijing en un éclair. Le 5 novembre 1924, vers 9h du matin, Lu Zhonglin, commandant de la garnison capitale de l'armée nationale, reçut l'ordre de diriger une équipe pour entrer dans la cité interdite et signifier à Monsieur Puyi de quitter immédiatement le palais impérial avec l'impératrice et ses 2 concubines. Le dernier propriétaire de la cité interdite fut contraint de quitter les lieux. Une moitié de pommes avait été laissée sur la table de chevet du pavillon de l'élégance accumulée.
À cet instant, l'histoire de la cité interdite en tant que palais impérial prenait fin.